Alors, bonjour et bienvenue à notre dernière table ronde en partenariat avec le Bureau d'économie théorique et appliquée, donc le BETA. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des communautés d'innovation. Donc, concernant le laboratoire du BETA, plusieurs thématiques marquent son identité: l'économie de l'innovation, la gestion des technologies, des organisations, l'évaluation des actifs environnementaux ou encore l'étude de la relation formation-emploi. Et comme vous le savez peut-être, Alsace Digital et le BETA ont déjà collaboré à plusieurs reprises, notamment autour du Hacking Industry Camp. D'ailleurs, on voulait vous annoncer qu'une nouvelle édition du Hacking Industry Camp est en préparation et qu'elle aura lieu cet automne. Nous vous remercions d'être présents et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On les relaiera aux intervenants. Cet événement est par ailleurs enregistré, donc vous pouvez retrouver les 3 tables rondes sur notre chaîne YouTube, ainsi que toutes nos autres conférences. Nous remercions aussi nos intervenants, donc Émilie Ruiz, qui est maître de conférence en management de l'innovation au BETA, Pauline Brunner, qui est doctorante en sciences de gestion au BETA et dont le sujet de thèse porte sur les écosystèmes étudiants-entrepreneurs, et enfin Frédéric Ruffy, qui est manager R&D chez Burkert. Nous allons donc laisser la parole à Émilie pour vous présenter et faire le point sur le concept de des communautés d'innovation, avec quelques exemples concrets d'entreprises issues de divers secteurs d'activité. Émilie, c'est à toi. Super, merci. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer d'être assez synthétique et en tout cas de répondre à une première question qui est de savoir déjà quand on parle de communauté, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'une communauté, notamment une communauté d'innovation? Et puis juste de rebalayer les 3 grands types de communautés d'innovation qui existent et de vous donner à chaque fois un exemple assez concret pour que vous puissiez illustrer. Alors, je me permets juste de faire un petit partage d'écran et de vous mettre mes slides. Normalement, tout fonctionne. J'ai fait le test. Normalement, vous me voyez en plein écran. Enfin, vous voyez en tout cas mes slides en plein écran. Donc voilà. Alors déjà, premier point, une communauté, c'est quoi? Donc, vous entendez souvent, certainement, parler de nouveaux concepts, ou enfin, je dis nouveaux, mais des concepts qui remontent maintenant il y a une dizaine d'années. On parle de foule, de communauté, d'individus, de crowdsourcing, etc. En tout cas, quand on parle d'innovation, on entend ces termes, on a entendu ces termes il y a quelques années de ça. Et il y a parfois une confusion, notamment entre le concept de foule et de communauté. Donc déjà, premier point, quand on parle d'une communauté, on va parler d'individus qui échangent volontairement, donc ça c'est important, hein, personne ne les force évidemment, mais surtout régulièrement sur un sujet ou autour d'un objectif commun. Donc la différence avec une foule, c'est qu'une foule, c'est un ensemble d'individus qui sont entre guillemets isolés et qui sont anonymes, hein, qui se cachent derrière un pseudo. Et une communauté, on est sur des gens qui vont échanger ensemble. Je vais vous donner un exemple très concret justement d'un petit, on va dire, d'un petit amalgame qu'on fait parfois. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme d'innovation de Lego qui s'appelle Lego Ideas, où vous pouvez dessus notamment déposer une idée de nouveaux produits Lego qui derrière pourraient être implémentés par l'entreprise et commercialisés. On parle beaucoup de cette plateforme comme d'une plateforme de crowdsourcing, mais en fait, c'est vraiment la plateforme d'une communauté d'innovation puisque les individus qui se connectent, soit qui soumettent des idées ou qui votent pour les idées des autres, sont invités à échanger entre eux. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, quand on parle de communauté, déjà, on est bien sur des individus qui vont échanger entre eux. Ce n'est pas juste entre un individu et l'entreprise ou entre plusieurs individus et l'entreprise en one-to-one, mais il y a vraiment un échange global et commun. L'émergence du concept de communauté d'innovation, il s'est fait, en tout cas dans la littérature en sciences de gestion, il s'est fait à l'origine en détournant le concept dont je reparlerai après, hein, parce qu'on l'a aussi récupéré en termes de communauté d'innovation, de communauté de pratique. Donc à la base, une communauté de pratique, c'était une communauté qui rassemblait des individus d'une même profession ou d'un même groupe social autour d'une pratique. Il existe par exemple des travaux sur les sages-femmes, sur les apprentis bouchers, sur les alcooliques anonymes, etc. Donc c'était vraiment cette notion de communauté de pratique qui ensuite a été un petit peu détournée par la littérature en sciences de gestion, qui a été réutilisée, et puis on a fait émerger le thème de communauté d'innovation. 2 problèmes se sont posés. Le premier problème, c'était qu'on ne savait pas trop de quel vocabulaire on parlait, donc on parlait de communauté de pratique, pour au final, vous le verrez juste après, parler de tout sauf d'une communauté de pratique. Ensuite, on s'est mis à parler de communauté d'innovation au global, mais comme ça a été pointé encore récemment, vous voyez la référence de 2017,
On parle souvent de communautés d'innovation sans les distinguer, elles sont traitées de manière homogène, alors que ce que je vais vous montrer, c'est qu'au contraire, il existe des communautés d'innovation qui sont très différentes, qu'on ne sollicite pas pour les mêmes raisons et qui ne fonctionnent pas pareil. Donc voilà, ce dont je vais essayer de vous parler brièvement, c'est d'un travail de recherche, donc coécrit avec des collègues, dont je fais partie évidemment, où en fait l'objectif de notre travail, c'était de partir des communautés d'innovation. Premièrement, déjà de les identifier. Donc on a identifié 3 grandes communautés: communauté de pratique, communauté épistémique et communauté d'utilisateurs. Et puis la suite du papier avait pour objectif d'identifier leurs frontières. Comment est-ce qu'on les distingue? Et je peux vous garantir que rien qu'entre nous, et pourtant il y a des terrains issus de l'industrie du sport, je vous en présenterai un, mais je vous présenterai d'autres exemples, hein, pas tous, mais je peux vous garantir que déjà entre nous, on était 5 sur le papier, entre 5 chercheurs, c'était déjà compliqué, on n'était déjà pas toujours d'accord, on ne comprenait pas toujours la même façon, et même avec les entreprises. Donc il y a eu un énorme travail de littérature qui a été fait, on est vraiment remonté aux origines du terme de communauté pour un petit peu débroussailler tout ça. Donc moi, ce que je vais faire à présent, c'est que je vais brièvement vous présenter en fait de manière assez synthétique chacune des caractéristiques de ces 3 types de communautés et puis vous donner à chaque fois un grand exemple, soit un exemple vraiment marquant, soit un exemple récent. Premier type de communauté, alors je vais peut-être pouvoir baisser ça d'ailleurs parce que tout à l'heure j'ai ça qui est ouvert. Premier type de communauté, c'est donc les communautés de pratique. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, si vous en avez déjà entendu parler plus que ça en termes d'innovation, mais une communauté de pratique ou une COP, c'est une communauté dont les membres sont soit des collaborateurs d'une même entreprise, soit des membres de groupes sociaux externes qui vont avoir une même pratique, comme son nom l'indique. Donc déjà, vous voyez, ça peut être interne à une entreprise, mais ça peut aussi être externe. On va être sur des individus qui sont soit passionnés, soit intéressés par une pratique particulière, une pratique déterminée. Et cette spécificité qu'on va retrouver sur la COP, c'est qu'on va avoir des membres homogènes en termes de spécialisation, c'est-à-dire qu'ils vont tous avoir la même pratique, la même discipline, mais avec des niveaux de connaissances différents. Par exemple, vous pouvez avoir des fois des rassemblements de directeurs d'innovation, donc ils auront une même pratique, ce sera l'innovation, mais par contre, ils vont avoir des niveaux de connaissances différents. Il y aura peut-être des juniors, peut-être des seniors, peut-être certains auront des backgrounds scolaires différents, auront des expériences professionnelles différentes, donc ils n'auront pas le même niveau de connaissance. Au sein d'une communauté de pratique, l'objectif, ça va bien sûr être d'apprendre et d'améliorer des compétences qui vont être liées à une pratique, mais aussi de construire et d'échanger des connaissances autour d'un répertoire commun. Et là, je vous donnerai l'exemple juste après, vous allez comprendre cette notion de répertoire commun. En termes de dynamique organisationnelle, on va être sur des communautés qui sont soit spontanées, c'est-à-dire qui s'auto-organisent d'elles-mêmes, ou qui vont être pilotées par l'entreprise. On va avoir un faible niveau d'ouverture à de nouveaux membres. Souvent, ça marche par cooptation. Ce n'est pas des communautés dans lesquelles on entre facilement. Et puis, on va retrouver dedans des relations de type maître-apprenti. Il y a beaucoup de cooptation, il y a beaucoup de mentoring, etc. Et bien sûr, les membres participent volontairement. En termes de communication, on est plutôt sur des communications physiques avec de la socialisation. La notion de socialisation dans les COP est très, très importante. Et aujourd'hui, bien sûr, aussi du virtuel, de l'intranet, des outils collaboratifs. Enfin, on est sur des communautés où les liens sociaux sont très très forts. On va avoir un jargon commun, un langage commun. On va souvent parler de codebook. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de codebook, mais si vous lisez un petit peu sur les communautés, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un répertoire de langage commun. C'est des communautés qui marchent beaucoup sur la confiance et la solidarité et qui ont de très très forts sentiments d'appartenance. Il y a une dernière notion qui est très importante sur le lien entre les membres, c'est qu'on va beaucoup parler d'engagement mutuel. Donc ça, c'est vraiment les travaux de Wenger sur les COP. L'engagement mutuel est très, très fort au sein des communautés de pratique, à l'inverse, ou en tout cas qui est plus marqué dans ce cas-là que dans les autres types de communautés que je vais vous parler. Assez de blabla. Pour illustrer ça concrètement, je voudrais vous parler de l'exemple. Alors, c'est un exemple un petit peu ancien, mais qui est connu, reconnu, emblématique d'une communauté de pratique interne qui est celle de l'entreprise Xerox, que vous connaissez tous, parce qu'on en a des cas et des cas là-dessus. Il y a beaucoup de choses à raconter. Mais en tout cas, il y a des anecdotes assez sympas en termes de communauté de pratique, puisque, je ne sais pas, alors il y a très très longtemps en tout cas, il faut visualiser, donc Xerox qui fait notamment des photocopieurs, il faut visualiser le gros photocopieur industriel qui faisait la taille de toute la pièce. Donc c'était de très très grosses machines, très compliquées à réparer, qui tombaient très souvent en panne. Donc Xerox, ils avaient un espèce de triptyque qui était, il y a le client, le réparateur et
la photocopieuse. Donc ça, c'était un peu la base de la culture Xerox. Et l'entreprise, qui était très hiérarchique, avait mis en place un espèce d'annuaire. Alors j'ai vu les photos, c'est vrai que le machin ressemblait à un annuaire de 15 tonnes, où en gros, c'était pour les réparateurs. On leur disait, bah tiens, tout est dedans, tu te reportes à tel code et tu n'as plus qu'à suivre le manuel pour réparer. Sauf que vous pouvez lire, il y a beaucoup de travaux et beaucoup de cas qui existent sur Xerox, et ça rejoint certains de ces cas. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que tous les réparateurs ont dit que forcément, l'espèce d'annuaire qui servait de guide de réparation était inutilisable, vraiment pas pertinent, pas intéressant. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une communauté de pratique qui s'est montée en interne chez Xerox. Ils se sont auto-appelés les REPS. Et en fait, ils ont créé leur propre codebook, pardon, et leur propre annuaire dans lequel, en fait, ils ont recréé toutes les situations de panne, et ça marchait plus sur du bidouillage, des astuces, si tu as ça, tu fais ci, plutôt que d'avoir un très très gros guide, très formalisé, écrit par des gens qui, entre guillemets, ne mettaient pas les mains dans les machines. Donc il faut savoir pour la petite anecdote que la communauté de pratique de chez Xerox a même donné lieu à un rite qui était que pour chaque nouvel embauché, pour chaque nouveau réparateur, on lui faisait mettre le feu à ce fameux annuaire que la hiérarchie lui donnait pour l'intégrer à la communauté de pratique. Donc voilà pour la petite histoire. Deuxième type de communauté dont je vais vous parler, ce sont les communautés épistémiques que vous trouverez parfois sous le nom de communautés de connaissances. Alors là, cette fois, on va être sur des membres qui vont être des experts de différents domaines et de différentes organisations. Ça peut être interne, ça peut être externe, ça peut être mélangé, ça peut être mixte. Cette fois-ci, à la différence des COP, sur les communautés épistémiques, on est sur des membres qui vont être hétérogènes en termes de spécialisation, mais par contre, qui vont avoir un niveau de connaissance homogène, c'est-à-dire très élevé. On est vraiment sur de l'expertise. Donc voilà, c'est déjà un premier point qui distingue les deux types de communautés, parce que parfois, c'est un peu à cheval sur les deux. L'objectif ici, ça va être de produire ce qui s'appelle de la connaissance procédurale. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place des normes, des règles, des procédures, des représentations communes et des standards qui feront office de figure pour une discipline donnée ou en tout cas ensuite dans un champ ou dans une industrie. En termes de dynamique organisationnelle, on est souvent sur des communautés qui vont être soutenues ou pilotées par une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui va rassembler autour d'un type de connaissances données. On est là encore sur un faible niveau d'ouverture à de nouveaux membres, parce que forcément, pour entrer dans ces communautés, il faut un niveau d'expertise très élevé, donc c'est souvent pas donné à tout le monde. Et puis là, généralement, on est, à la différence des COP, sur des mécanismes d'incitation de la part de l'entreprise qui va piloter la communauté pour faire participer les membres. En termes de communication, on va retrouver bien sûr des interactions physiques, des conférences, des événements, des projets, mais on va beaucoup retrouver virtuel ici. On va être beaucoup sur des wikis, des réseaux sociaux spécialisés. Vous avez peut-être entendu parler des plateformes de type Innocentive, par exemple, qui en fait, ou Nine Sigma, qui sont des grandes bases de données d'experts dans différentes industries, ou en tout cas sur différents sujets. Donc voilà, on va beaucoup utiliser aujourd'hui le virtuel pour les communautés épistémiques. Et puis, les liens entre les membres, eh bien, les liens sociaux sont moins forts que dans les autres types de communautés, puisqu'ici, on parle de personnes qui sont dans des disciplines différentes, mais qui ont un haut niveau d'expertise. Et par contre, la confiance va être basée sur la réputation des personnes et sur leur expertise. On va retrouver dans certains domaines des personnes qui ont un doctorat en chimie, en physique, ce genre de choses, si bien sûr ça traite de ces sujets. Donc là, on va plutôt regarder la réputation et qu'est-ce qui fait que la personne a cette expertise. Un exemple pour illustrer ma notion de communauté épistémique, je vais vous parler ici d'Air Liquide, que vous connaissez également, je pense, certainement, qui est une entreprise qui fait du gaz industriel. Et Air Liquide, ils ont, alors là, c'est un des terrains de recherche que j'ai, ils ont je ne vais pas dire créé, parce qu'une entreprise ne crée pas de communauté à proprement dit, c'est encore un autre débat, on pourra en parler après, mais en tout cas, ils ont un petit peu soutenu la création d'une communauté épistémique mixte qui est interne et externe et qui est liée au MLab. Donc le MLab, ça fait partie d'Air Liquide. Alors, vous ne trouverez pas forcément les informations sur Internet parce que c'est un de mes terrains de recherche, mais le MLab, en fait, c'était un concours d'innovation qui était ouvert. Donc, l'objectif, c'était d'aller chercher dans la lignée de l'innovation ouverte des connaissances extérieures à l'entreprise, où, en fait, l'entreprise avait lancé 3 grands challenges sur les molécules, d'où le nom M du MLab, donc sur des molécules. Et l'idée, c'était d'aller chercher des experts en molécules d'autres secteurs et d'autres domaines pour répondre à ces challenges.
Une fois que les challenges ont trouvé la réponse la plus pertinente, la communauté épistémique mixte a été un petit peu soutenue par l'entreprise, puisque à la fois les personnes qui avaient répondu à ces challenges, mais à la fois des salariés de l'entreprise et notamment membres du MLab, se sont en fait montés en communauté et ont mis ensemble en place plusieurs choses. Donc il y avait notamment des wikis, les fameux wikis, des espèces de bibliothèques vraiment de connaissances. Et l'objectif, c'était de répertorier des connaissances et d'échanger sur des connaissances autour des challenges liés aux molécules dont il avait été question. Pour terminer, je vais vous parler d'un dernier type de communauté, qui sont les communautés d'utilisateurs, que vous trouverez parfois sous le nom de communautés de consommateurs si vous faites du marketing, où là, on va être, en termes de membres, déjà sur des individus externes à l'organisation. Individus externes à l'organisation qui vont être hétérogènes, c'est-à-dire on va avoir une utilisation et une connaissance d'un produit complètement différente d'une personne à une autre. Donc on est bien sûr sur des individus, je ne l'ai pas reprécisé, mais qui ont des objectifs ou des intérêts communs autour d'une activité de consommation ou d'utilisation d'un produit ou d'un service. On va souvent retrouver ce qu'on appelle en marketing des brand lovers, des gens qui aiment une marque ou qui aiment un produit et qui se retrouvent ensemble. L'objectif de ces communautés d'utilisateurs pour les entreprises ou de consommateurs, ça va être d'améliorer l'expérience d'utilisation d'un produit ou d'un service, de répondre à un problème en ce qui concerne un produit. Alors quand je dis produit, c'est produits, services, biens, etc. J'englobe le tout. De développer des compétences ou de développer de nouvelles utilisations liées à un produit, et puis d'avoir peut-être d'autres visions alternatives. On a parfois des usages détournés de certains produits. Donc tout ça, ça va plutôt être, quand on va vouloir faire ce genre de choses, on va plutôt essayer de drainer une communauté d'utilisateurs. En termes de dynamique organisationnelle, c'est souvent, on va retrouver les deux types. Ça va souvent être soit des communautés spontanées qui s'auto-organisent. Par exemple, on est tous super fans d'une marque, on se met ensemble et il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Et au final, on a les fans d'Apple qui se rejoignent, etc. Ou alors, ça va être à l'initiative d'une entreprise qui va piloter cette dernière. À la différence des deux autres types de communautés que je vous ai présentés, ici, on est bien sûr sur un très fort degré d'ouverture à de nouveaux membres, puisqu'ici, on se fiche que les gens aient une bonne connaissance, une mauvaise connaissance, une utilisation plutôt comme ceci ou comme cela. Ici, on est vraiment souvent sur des très gros types de communautés. Bien sûr, ici, les membres participent très souvent volontairement, même si les entreprises vont se remettre un petit peu des challenges ou en tout cas interagir avec les communautés pour créer une dynamique. Mais là, c'est du community management. On va avoir des relations entre les membres de la communauté et l'entreprise ou les membres entre eux, parfois physiques. On va organiser des rencontres, des événements, mais souvent, ça se fait en ligne. On va avoir les réseaux sociaux, les fameux forums, et puis, je vous en parlais tout à l'heure, les fameuses plateformes, ce qu'on va appeler du crowdsourcing, qui en fait n'en est finalement pas toujours, mais en tout cas, on va avoir beaucoup de plateformes en ligne où les gens vont pouvoir échanger sur des sujets, rebondir, agréger des idées et échanger sur l'utilisation ou en tout cas sur l'usage qu'ils pourront avoir d'un produit. En termes de lien entre les membres, ici, ça repose vraiment sur la passion. On est passionné d'un produit, on en parle, et puis sur l'expérience. Comment est-ce qu'on utilise tel produit? Pour illustrer ce dernier type de communauté dont je voulais vous parler, je vais vous parler de l'entreprise Red Light, alors que vous connaissez peut-être un petit peu moins, sauf s'il y a des fans de trail ou de certains sports outdoor. Donc Red Light, c'est une histoire un peu particulière. À la base, c'est vraiment une PME qui a été montée par son dirigeant dans le fin fond de l'Isère, à Saint-Pierre-Chartreuse. Alors à la base, ça a même été créé à Saint-Étienne, dans la Loire. Mais Red Light, ça a été racheté il y a quelques années de ça par un très gros groupe français qui est Rossignol et qui l'a revendu, et Red Light s'est remonté en tant que tel il y a quelques mois de ça. Donc bref, je referme la parenthèse. Red Light, sa spécificité, c'est que l'entreprise a un business model qui est vraiment basé sur la co-création avec ses utilisateurs et avec ses consommateurs. C'est-à-dire que vous allez à Saint-Pierre-Chartreuse, vous rentrez dans l'entreprise, la R&D, il y a une grande vitre, mais c'est tout ouvert. Vous avez un espace en ligne qui s'appelle le Team, où en fait, dessus, l'entreprise met des challenges à sa communauté, ou parfois ouvre des boîtes à idées. C'est-à-dire, ils leur disent, tiens, qu'est-ce que vous pensez de tel produit? Et là, les personnes interagissent entre elles, disent, moi, j'aime pas trop parce qu'il y a tel problème, je ferai plutôt ça à votre place, etc. Et il faut savoir qu'un des produits phares de l'entreprise, c'est donc sa chaussure de trail à semelle amovible, vient de sa communauté d'utilisateurs
puisqu'en fait, l'entreprise avait sollicité sa communauté pour savoir justement aujourd'hui qu'est-ce qu'ils souhaiteraient comme innovation en termes de chaussures de trail. Et les gens, la communauté a principalement répondu, le problème, c'est qu'aujourd'hui, chaussures de trail, on les change régulièrement et c'est vraiment embêtant parce qu'au final, il n'y a que la semelle qui est abîmée. Et donc, de là est partie une espèce d'idée de dire, et si on crée tous ensemble une chaussure où la semelle serait amovible. Et donc ensuite, il y a un petit groupe de la communauté qui a émergé, ils ont beaucoup échangé. C'est parti après avec l'entreprise, il y a une boîte à idées qui a été ouverte. Cette boîte à idées s'est transformée en challenge un peu plus précis. Et puis aujourd'hui, le produit existe. Et c'est vraiment un des produits phares de l'entreprise en termes d'innovation. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'innovation radicale, mais en tout cas, en termes d'innovation, pour sûr, c'est un des produits phares de l'entreprise et ça vient de sa communauté d'utilisateurs. Bien sûr, ce que je vous dis là, c'est une synthèse extrêmement synthétique de tout ce qu'il y aurait à dire sur le sujet. Il y a beaucoup de difficultés à échanger avec les communautés. Il y a énormément d'autres choses à dire. Mais voilà, c'était en tout cas le message que je voulais vous faire passer. Je vous ai mis des petites références pour aller plus loin et puis avec plaisir pour échanger tout à l'heure à l'issue des présentations. Je rends le partage d'écran et je vous remercie pour votre attention en tout cas. Merci Émilie pour ta présentation très inspirante et enrichissante. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou des personnes qui veulent prendre la parole, réagir sur les propos Yann-Éric dit super Rémi. Merci. Après, je pense que mes propos, de toute façon, ils vont s'enrichir avec les propos de Pauline et puis de Frédéric. Donc, je pense que s'il y a peut-être des questions à la fin, je pourrais aussi intervenir à ce moment. Il y a Yann-Éric qui demande à quelle communauté tu appartiens. J'appartiens à trop de communautés. Communauté de chercheurs, communauté de métalleux, communauté de gens qui ont des cheveux couleurs bizarres, je suppose, communauté de tatoués, trop de communautés. Mais voilà, on peut, non, je plaisante bien sûr, mais oui, on peut aussi, et ça c'est une question qui peut paraître légère, mais il y a une chose qui est vraie en tout cas, pour revenir à ce que je disais sur les communautés d'innovation, c'est que on a eu ce vrai problème de savoir justement, est-ce qu'on peut appartenir à plusieurs communautés. J'avais l'exemple de Red Light, par exemple. Red Light, il faut savoir qu'ils ont des partenariats, comme toutes les marques de sport, avec des sportifs de haut niveau. Et on ne savait pas trop, est-ce que c'est des gens qui font partie d'une communauté épistémique ou d'une communauté de pratique, parce qu'ils ont quand même un degré de connaissance très très élevé, donc ils ont une pratique d'un sport, puisque c'est vraiment leur activité principale, mais en même temps, ils sont aussi là pour générer des connaissances. Ils font des retours produits, ils font des retours professionnels, ils en ont une expérience très très forte. Et à la base, avant d'être dans cette catégorie-là, c'était très certainement des utilisateurs. Donc voilà, on peut aussi naviguer d'une communauté à une autre et évoluer dans le temps. Ça, c'est important. Différence entre communauté d'innovation et écosystème d'innovation. La communauté, je pense, alors là, Pauline pourra peut-être plus répondre sur la notion d'écosystème, parce que moi, l'écosystème, je connais un petit peu, mais c'est pas forcément mon domaine clé. Mais en tout cas, je pense qu'une communauté, on va peut-être plus être sur de l'individu c'est une agrégation d'individus qui va émerger en une organisation, puisqu'une communauté est une organisation. Et ensuite, on va avoir des interactions au sein de cette organisation et entre deux organisations, c'est-à-dire la communauté et l'entreprise. Et peut-être d'autres communautés, ce qui peut faire un espèce d'écosystème derrière. Mais voilà, pour moi, c'est deux niveaux d'analyse différents, en fait, je pense. Mais Pauline pourra peut-être plus le confirmer. Est-ce qu'une communauté peut perdurer dans la durée? La réponse, moi, je dirais est oui, évidemment, parce qu'une communauté, une fois de plus, à la base, c'est simplement des individus qui vont échanger régulièrement et volontairement entre eux. Il faut savoir qu'il y a un très, très gros débat dans la littérature sur est-ce qu'une entreprise peut créer une communauté? Et la réponse est plutôt non, d'après les spécialistes, dans lesquels je ne m'inclus pas. Mais donc, une communauté, en théorie, peut, à partir du moment où les gens échangent régulièrement entre eux. Par contre, très bonne question, quand une communauté est soutenue ou pilotée par une entreprise, même si elle n'est pas créée par l'entreprise, elle peut être pilotée ou soutenue, là, très clairement, s'il n'y a pas les résultats, l'entreprise a un petit peu lâché l'affaire, j'ai envie de dire. Et puis, comme tout système, si les KPI ne sont pas au vert, malheureusement, c'est des choses qui ensuite sont amenées à disparaître. Alors, je parle de KPI, des indicateurs de performance, parce que dans toutes les entreprises que j'ai pu étudier en termes de communauté, on colle des KPI là-dessus.
C'est-à-dire, on colle des chiffres, combien il y a de monde, est-ce que ça marche bien, est-ce que c'est utile, combien ça me coûte à animer, etc. Parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est très présent sur les communautés d'innovation, c'est très clairement les coûts de transaction. C'est-à-dire qu'une communauté, ça ne marche pas tout seul, c'est pas il y a des gens ensemble, ils sont contents, ils parlent ensemble. On se dit souvent, chouette, c'est un super truc pour innover, on va mettre les gens autour d'un café en entreprise et ça va faire une communauté, mais ça ne marche pas du tout comme ça. Et en externe, c'est pareil, les gens, ils vont donner des idées à une entreprise, ils veulent des retours, ils veulent savoir où ça en est, ils veulent savoir pourquoi leur idée a été prise, pourquoi leur idée n'a pas été prise, et surtout, ils veulent parler avec vous. Et il faut des gens pour leur répondre, et il faut des gens pour trier toutes ces idées, pour trier tous ces inputs qui rentrent, etc. Donc, il y a des coûts de transaction et des coûts de coordination cachés qui sont extrêmement, extrêmement forts. Oui, il y a des... alors, il y a des business models bardés alors qui prouvent le contraire, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, comme je le disais, une communauté, de facto, ça n'a pas besoin d'une entreprise pour exister, donc effectivement, ça peut perdurer dans le temps. Voilà. Si l'innovation semelle n'était pas apparue, existerait-elle encore? Je ne sais pas. Alors, je lis la question, pardon, justement, mais la question, c'était si l'innovation semelle n'était pas apparue, la communauté existerait-elle encore? Oui, je pense, parce que Red Light, c'est vraiment l'entreprise qui a une utilisation de sa communauté sur beaucoup de types d'innovations. C'est-à-dire que vous regardez le catalogue produit, on va vous dire des innovations incrémentales, il y en a très très peu dedans. C'est des innovations radicales, pardon, il y en a très très peu, c'est beaucoup d'incrémentales. Par contre, la communauté fait des retours sur tous les produits. C'est-à-dire que vous allez dans les locaux, vous avez une salle de sport, vous avez des douches. Saint-Pierre-de-Chartreuse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment paumé en pleine montagne iséroise. Vous prenez vos chaussures, vous allez courir, il y a un parc de trail autour. Vous faites les retours produits. Donc, ce n'est pas que de l'innovation radicale, c'est aussi de l'innovation incrémentale. Comme vous pourriez donner un avis sur Internet, chez Red Light, vous pouvez le faire en direct. Donc, voilà, ce n'est pas simplement pour ce type de choses. Est-ce qu'une communauté peut être un business? Alors ça, ce n'est pas des questions auxquelles j'aurai des réponses très précises parce que je fais du coup plus de l'innovation, mais je suppose que si vous allez dans des travaux plutôt orientés en marketing, parce qu'en marketing, il y a beaucoup de travaux sur les communautés également, je pense qu'on pourrait vous dire que oui, une communauté est un business. Prenez les influenceurs, par exemple. J'ai lu un article dans Décision Marketing il n'y a pas longtemps à ce propos. Tous les influenceurs ont des communautés. Aujourd'hui, vous parlez aux Français, monsieur tout le monde, qui ne fait pas d'innovation, vous parlez de communauté, il va peut-être penser à ça. Ah, oui, oui, les influenceurs et leur communauté, on parle beaucoup d'avoir sa communauté. Et clairement, je pense, à titre personnel, que c'est du business, en tout cas. Les communautés d'entreprise fonctionnent quand leur initiateur est persévérant, ça c'est vrai. Passer de l'intérêt à la pratique est essentiel pour perdurer après le départ de l'initiateur. Ça, c'est clair et net. Je me permets de rebondir sur cette remarque. Moi, alors j'ai pas vu non plus 100 entreprises, mais j'ai étudié 7 communautés au sein de 7 entreprises différentes. Et très clairement, que ce soit interne ou externe, peu importe, le gros couac, surtout, et je pense qu'on peut un peu l'élargir à tous les dispositifs d'innovation, c'est à partir du moment où concrètement ça donne rien, et ben on va dire aux gens, bon, vous êtes gentils, vous vous êtes amusés pendant 1 an ou 2, on vous a donné un peu de sous pour faire ça. Maintenant, concrètement, on fait quoi? Concrètement, il se passe quoi? S'il n'y a personne pour driver le truc et pour montrer, même si ça amène de l'essai-erreur, on s'en fiche. L'histoire des KPI, ça intéresse plein d'entreprises, mais même si ça amène à de l'essai-erreur, même si l'objectif c'est de se planter, il faut, l'animation de la communauté, et je reviens un petit peu à ça, il n'y a pas que des coûts de transaction, mais la coordination et l'animation de la communauté est super importante. Parce que la littérature, elle a beau vous dire que l'entreprise, elle ne crée pas la communauté, elle montre bien en revanche que si personne n'est là pour driver le truc derrière, et ben malheureusement, ça ne marche pas très bien. Il faut toujours quelqu'un pour un petit peu animer, pour fédérer et aussi pour faire des feedbacks. Il y a passer de l'intérêt à la pratique, c'est vrai, mais il y a aussi faire des feedbacks. Quand ça marche pas, où on en est. Une communauté, on va se rassembler, on va donc faire des choses, on va passer du temps tous ensemble. Mais si derrière, on ne dit jamais aux gens à quoi sert ce temps, à quoi servent ces échanges concrètement, qu'est-ce que ça donne, et ben souvent aussi, les participants perdent un petit peu de leur intérêt et puis du coup, on se retrouve dans des cas où les communautés, il y a de moins en moins de participants, et puis les gens viennent de moins en moins, et puis au final, la communauté meurt un petit peu d'elle-même. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, Émilie. Avec plaisir. Du coup, on va passer à Pauline. Pauline, du coup, tu es doctorante au Bêta et tu prépares ta thèse sur le développement des communautés d'étudiants entrepreneurs. Et forcément, la formation de communauté, ça pose la question des dynamiques d'interaction entre les membres. Et donc, tu vas nous expliquer le développement de ces liens, le développement du réseau. Et en prenant 2 exemples,
de 2 promotions d'étudiants entrepreneurs, donc une qui a suivi une animation entrepreneuriale en présentiel et l'autre, du coup, qui l'a suivie à distance à cause des mesures sanitaires. Je te laisse la parole. Très bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc normalement, vous pouvez tous voir mon écran. Donc, moi, je vais vous parler des animations de communauté d'entrepreneurs et notamment le rôle du lieu physique dans la construction du réseau social des étudiants entrepreneurs. Donc, comme Émilie l'a présenté, il y a d'autres communautés de pratique que les communautés en entreprise et notamment les communautés d'entrepreneurs, où il y a une multiplication de structures de support à l'entrepreneuriat, comme différentes structures que vous connaissez certainement, des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières d'entreprise. Il y a aussi des pôles étudiants que je vais vous présenter tout à l'heure, qui développent des accompagnements entrepreneuriaux qui visent à recouvrir une hétérogénéité de pratiques et qui proposent différents services aux personnes qui suivent, comme du coaching, de la formation, de la mise en relation, du conseil, du mentorat et qui ont pour objectif de développer des compétences entrepreneuriales auprès de leurs porteurs de projets. Donc, que ce soit pour identifier un business, identifier des opportunités entrepreneuriales et les développer. Et de plus en plus, il y a des structures qui développent et qui souhaitent développer auprès de leurs porteurs de projets des connaissances entrepreneuriales et notamment l'esprit d'entreprendre, développer des aptitudes de plus en plus face à l'innovation, prendre des risques, développer des compétences organisationnelles, notamment aussi du leadership. Et cet esprit d'entreprendre que je vais vous présenter après, notamment sur les pôles étudiants sur lesquels se concentrent mes travaux de recherche. Et donc, pour revenir au fait que les porteurs de projets au sein de ces structures vont développer des interactions avec les gestionnaires de ces structures et qui va constituer à une communauté de pratique où il va avoir un apprentissage de chaque entité du groupe, où les étudiants, enfin les porteurs de projets vont pouvoir accéder à une pool de compétences au sein de ces organisations et les porteurs de projets vont pouvoir à la fois interagir entre eux, mais également interagir avec les animateurs de ces organisations support et également avec le réseau qu'offrent ces organisations support. Donc ici, on va avoir un processus d'apprentissage qui implique l'acquisition d'informations, mais également de connaissances via le réseau de ces structures de support et également via l'interaction avec les autres porteurs de projets qui sont rattachés à ces organisations support. Et donc, pour ce faire, ces communautés et ces structures de support vont animer ces communautés et vont généralement animer ces communautés via un lieu qui est un lieu totem qui sert à promouvoir la marque, à s'identifier à elle, où généralement ils proposent différentes structures, comme l'avait présenté Émilie, comme par exemple une machine à café, où il y a des lieux aussi qui est convivial, accessible, mais qui est aussi représentatif des valeurs de la communauté. Et comme l'avait expliqué tout à l'heure Émilie, dans les communautés de pratique, on va avoir davantage de liens forts qui vont se développer au sein de cette communauté avec un sentiment d'appartenance et également plutôt des interactions qui sont physiques. Donc ici, la présence d'un lieu physique va permettre d'assurer la mise en réseau, que ce soit avec les personnes du réseau interne, que ce soit avec les animateurs ou les autres porteurs de projets, mais aussi avec les membres de la communauté, par exemple les acteurs de l'écosystème local, à travers l'animation d'ateliers thématiques, des meet-ups, des séminaires, des rencontres d'experts ou encore des activités de sociabilisation. Donc ici, le lieu va vraiment permettre d'accroître les opportunités de rencontres, de faciliter les échanges d'informations, de connaissances, où finalement les porteurs de projets, en ayant la possibilité d'interagir directement et en face à face, vont développer une confiance interpersonnelle plus grande et donc vont créer un sentiment d'appartenance plus grand et un tissage de liens forts au sein de la communauté. Comme l'a présenté Émilie, dans d'autres communautés, comme par exemple les communautés d'utilisateurs, les interactions sont plutôt
virtuelle. Et dans le contexte actuel, Covid-19, il y a la distanciation sociale qui est requise. Et donc, se pose également la question de comment animer une communauté à distance, notamment une communauté de pratiques telles que des entrepreneurs qui appartiennent à des organisations support. Et également, est-ce qu'on peut avoir des différences au sein des liens formés dans la communauté lorsque l'animation est faite soit dans un lieu ou à distance? Donc moi, mes travaux de recherche ont pour but d'identifier cette différence. Est-ce qu'il y a une différence d'interaction et de liens formés et je m'intéresse précisément aux étudiants entrepreneurs. Donc, je vais vous présenter déjà ce que c'est des étudiants entrepreneurs en France. Donc, l'entrepreneuriat étudiant en France, il a été développé notamment par le développement de la formation entrepreneuriale en France, avec le plan d'action entrepreneuriat 2020 de la Commission européenne, qui a pour objectif de raviver l'esprit d'entreprise en Europe. Et à l'issue de ce plan d'action, il y a eu le développement majeur de pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, qui se prénomme PEPIT dès 2014, dont vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous l'existence. Donc, il y a 33 pôles étudiants en France qui sont rattachés à l'enseignement supérieur. Donc, ces pôles proposent un statut national d'étudiant entrepreneur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout étudiant qui est inscrit dans l'enseignement supérieur, quelle que soit sa discipline, peut candidater pour avoir ce statut national qui lui permet de bénéficier d'un accompagnement entrepreneurial, de suivre différents programmes qui est proposé par le pôle étudiant, d'avoir un aménagement d'emploi du temps et au final, pouvoir au mieux développer son projet entrepreneurial en parallèle de ses études. Donc, pour bénéficier de ce statut, il faut simplement être inscrit dans l'enseignement supérieur, peu importe la filière. Il n'y a pas de filière prérequise. Et donc, pour faire écho à l'animation des communautés de pratique d'étudiants entrepreneurs ici, donc mon objectif est de comprendre s'il y a une différence sur la création et l'utilisation de leur réseau social et des liens qu'ils ont avec les autres étudiants entrepreneurs et les autres parties prenantes des acteurs locaux de l'écosystème entrepreneurial sur le fait qu'ils suivent ou non une animation entrepreneuriale, soit à distance ou dans un lieu. Donc là, je me suis focalisée pour ces travaux de recherche au pôle PEPIT de Strasbourg qui s'appelle PEPIT ETENA et je me suis concentrée sur un programme proposé par ce dispositif qui s'appelle le programme Starter et qui propose un programme intensif de 4 mois pour accélérer le projet entrepreneurial des étudiants entrepreneurs. Donc, j'ai comparé 2 promotions d'étudiants, une promotion en 2019 qui ont bénéficié du programme Starter au sein d'un même lieu, d'un lieu commun, et une promotion qui a eu lieu l'année dernière en 2020, qui a débuté d'ailleurs en mars 2019 et qui a eu du coup le programme Starter entièrement à distance. Et nous, l'objectif est de comparer la construction de leur réseau et les interactions et les liens qu'ils forment à la fois auprès des étudiants et des animateurs de la formation entrepreneuriale, mais également auprès d'autres acteurs qu'ils sollicitent pour leur projet entrepreneurial. Donc la promotion 2019 que j'ai interrogée comprend 12 étudiants. Celle de 2020 comporte 14 étudiants entrepreneurs. Pour la majorité, ce sont donc des hommes. Généralement, l'âge moyen en 2019 est de 20,5 ans et à peu près presque 29 ans en 2020. Souvent, ils sont plutôt à un niveau Bac plus 5. Ils développent plutôt des prestations de services. Ils ont une phase du projet qui est plus ou moins avancée, plutôt soit dans le développement ou en phase de commercialisation. Et donc là, je vais vous présenter les résultats de ces travaux et notamment, je vais vous présenter les liens qu'ils ont développés auprès du réseau interne. Donc, à gauche, vous avez le réseau qui est représenté des étudiants entrepreneurs de la promotion 2019, c'est-à-dire qui ont suivi le programme Starter au sein d'un lieu. Donc, en rose, vous avez les nœuds roses sont les étudiants entrepreneurs. Donc, les numéros, c'est simplement pour identifier les différents étudiants entrepreneurs.
Et les points verts correspondent aux animateurs du pôle entrepreneurial Pépite. Et à droite, vous avez la représentation du réseau, cette fois-ci de la promotion 2020, donc qui a suivi le programme Starter entièrement en ligne. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'une grande différence déjà entre ceux qui ont eu la promotion dans un lieu et à distance, c'est que les étudiants qui ont eu la promotion dans un lieu sont beaucoup plus en lien que ceux qui ont eu l'animation à distance. Donc, dans un lieu, les étudiants entrepreneurs ont plus d'interactions entre eux, échangent plus de pratiques et ils sont également plus en interaction avec les animateurs du programme Starter. Donc, l'épaisseur donc le nombre de traits qui sont représentés ici se représentent les liens avec les autres étudiants et les animateurs du réseau, et l'épaisseur des liens correspond à l'importance d'un lien. Donc ici, il y a plus de liens forts également dans la promotion 2019 que la promotion 2020. Donc, il y a plus de liens en nombre et aussi en importance. Donc, lorsque l'interaction avec un autre étudiant est importante pour l'étudiant et le développement de son projet. Également, dans la promotion 2019, il y a le partage est différent, c'est plus des connaissances qui sont partagées, et notamment du savoir-faire. Souvent, les étudiants, ils animaient entre eux aussi des ateliers pour partager leur savoir-faire et leurs expertises au reste du groupe, ce qui était moins présent dans la promotion 2020 à distance, où les interactions sont un peu plus formelles, il y a moins d'échanges informels. Et la nature des échanges se cantonne plus à du partage d'informations que du partage de connaissances et savoir-faire propres à chaque étudiant. Maintenant, je vais vous présenter aussi les liens développés auprès du réseau externe. Donc, j'entends par réseau externe, donc je vous ai mis en bas à droite, en bas à gauche, pardon, une légende où le réseau personnel est représenté par des points orange. Donc, quand j'entends par le réseau personnel, c'est les amis, la famille ou des relations professionnelles antérieures, comme par exemple des anciens collègues. Il y a en bleu foncé, comme ici. Ici, ça représente les experts et les entrepreneurs. En jaune, on représente les partenaires commerciaux, donc par exemple les clients ou les fournisseurs. En vert, les points verts sont représentés par l'université, comme ici. Les supports, donc des autres structures entrepreneuriales, sont représentés en bleu clair, comme par exemple des organismes de financement, la CCI, la BPI. Il y a également l'INPI, par exemple. Et en rose, toujours les étudiants entrepreneurs. Donc, à gauche, vous avez toujours le réseau et les liens entretenus des étudiants de la promotion 2019 auprès du réseau externe, donc tous les acteurs que je vous ai cités dans la légende, avec toujours l'épaisseur des liens qui représentent l'importance du lien. Donc, quand le trait est plus faible, cela signifie que l'importance apportée au projet est plus faible. Et donc, à droite, on a la représentation du réseau de la promotion 2019, donc, qui a suivi l'animation uniquement à distance. Et donc ici, on se rend compte que les étudiants de la promotion 2019 ont plus de liens déjà avec les membres du réseau externe en quantité, mais ils développent également plus de liens auprès des experts, des entrepreneurs, mais également auprès des supports et des acteurs de l'écosystème local entrepreneurial, et notamment des supports à l'entrepreneuriat. Et ils développent des liens plutôt faibles auprès de ces acteurs. On le voit notamment ici, où il y a plutôt des liens faibles auprès de ces acteurs. Et donc, il y a plutôt des acteurs qui vont être communs aux différents étudiants entrepreneurs pour les aider au développement de leur projet entrepreneurial. Contrairement à la promotion 2019, où les étudiants développent plus leur réseau de façon moins connectée aux acteurs de l'écosystème local, à part l'université ici, qui comprend des professeurs, mais également d'autres étudiants qui ne sont pas entrepreneurs. Mais globalement, la promotion 2019 a créé plus de liens en nombre et plus d'interaction avec les acteurs de l'écosystème local que la promotion qui a eu uniquement la formation, le programme Starter à distance.
Donc, ce qu'on peut en retenir, c'est que l'interaction à distance ne se substitue pas aux interactions physiques dans un lieu pour le développement du réseau interne et que les liens créés sont plus forts lors d'animation de communauté dans un lieu physique plutôt qu'à distance. Donc, la mise à disposition d'un lieu lors de formations entrepreneuriales et d'animation de ce genre de communauté permet de créer des liens plus forts déjà au sein de la communauté avec les autres porteurs de projets. Et également, la mise à disposition d'un lieu physique permet de développer le réseau externe auprès des acteurs de l'écosystème entrepreneurial local, donc par exemple auprès d'experts, d'autres entrepreneurs et également auprès d'autres structures de la création d'entreprises. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci Pauline. Du coup, est-ce qu'on a des questions? Alors, il y a une remarque de Bernard. Votre approche réseau comparative entre physique et distanciel me semble fortement dépendante de la capacité des animateurs à créer des événements collaboratifs en distanciel. Alors, merci déjà pour votre remarque. Alors ici, normalement, les animations ont été exactement les mêmes, que ce soit à distance ou en présentiel. La temporalité, la présence des intervenants était exactement la même. Et il y avait également des temps forts dédiés pour les étudiants entre eux, pour qu'ils puissent également partager leur savoir-faire à distance. Donc, les temps proposés étaient exactement les mêmes, que ce soit dans un lieu ou à distance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous comparé les interactions intervenants-élèves entre France et US? Alors, pour le moment, c'est une très bonne remarque. Il serait intéressant de pouvoir le faire. Pour le moment, je me suis cantonnée à faire des comparaisons uniquement sur des étudiants du pôle Pépite en France. Mais ce serait une bonne opportunité de développement, je pense, de pouvoir comparer justement cette interaction intervenant-élève, peut-être avec d'autres pays et d'autres modèles de formation entrepreneuriale. Merci Pauline. Je pense que si Bernard a d'autres questions, on fera ça après. Alors du coup, Frédéric, manager R&D chez Burkert, qui va nous expliquer la naissance et le fonctionnement des communautés internes au groupe. C'est à toi, Frédéric. Oui, merci. J'espère que vous voyez ma présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà pour l'invitation. J'ai déjà appris plein de choses. Et je vais vous parler des communautés technologiques, ce qui sont sans doute des communautés, c'est ce que j'ai appris, épistémiques, voire quand même, il y a un peu de pratique dedans. Donc ça, c'est aux spécialistes de me le dire. Alors, je vais vous présenter très brièvement Burkert et puis ensuite quelles sont les communautés qu'on a mis en place chez Burkert, qui sont des communautés internes, mais qui sont aussi de plus en plus ouvertes vers l'extérieur. Alors Burkert, tout simplement, c'est l'ETI allemande qui, qu'on rêve un peu des fois d'avoir, on rêve d'avoir plus d'ETI comme ça en France aussi, qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une société familiale. On a notre propre fondation également, société toujours détenue par la famille. Ce qui est peut-être intéressant, on est plus de 3000 employés présents dans 36 pays. Ce qui est intéressant, c'est que comme l'actionnariat est familial, on a parlé d'innovation, tous les bénéfices de l'entreprise sont réinvestis dans l'entreprise. Ça veut dire que si on veut créer des communautés, elles n'ont pas toujours besoin d'être frugales, il faut des résultats aussi. Ça veut dire aussi que pour l'innovation, on peut investir sur le long terme, et ça, c'est quand même un luxe quand on travaille dans une entreprise privée. Ce qu'on fait, c'est de la régulation des fluides, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de dire, un fluide, c'est un gaz, c'est un liquide, c'est amener un liquide, un gaz d'un endroit à un autre, et puis savoir combien on a amené. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être juste rapidement quelques exemples d'applications. Alors, on est présent dans l'eau, dans le marché de l'eau potable, donc on fournit tout le matériel, donc tous les capteurs, les vannes pour voir si l'eau reste potable. On est présent aussi pas mal dans les piscines. J'ai un de mes collègues là qui a inauguré ce matin, qui a installé dans la piscine Saint-Louis, où on fait la régulation par exemple de chlore ou de pH. On travaille dans le domaine des gaz, donc les gaz pour stériliser, des gaz dans les salles blanches électroniques ou de biologie.
Le lien à la biologie est aussi un autre exemple. On est présent dans le marché hygiénique. Alors, hygiénique, c'est à la fois le pharmaceutique et l'agroalimentaire. Alors, le pharmaceutique, c'est d'actualité en ce moment. Par exemple, on fait des dosages de vaccins. Donc, la dose de vaccin, on injecte la bonne dose. On ne veut pas qu'il y en ait trop, on ne veut pas qu'il y en ait pas trop peu. Sinon, on perd des doses. Donc, ça, c'est notre métier. On remplit des bouteilles de lait, des bouteilles de bière, des bouteilles de toutes sortes de choses en dosage. Et pour finir, j'y pense chaque fois que je vais chez le dentiste, puisque un de nos gros marchés, c'est les chaises de dentiste. Donc, on fournit tous les systèmes pour réguler l'air de la fraiseuse, le liquide pour se rincer les dents, etc. Et notamment aussi, on a eu pas mal d'applications sur les respirateurs pour les nouveau-nés, où on va doser l'oxygène ou la pression pour que le nouveau-né puisse respirer plus facilement. Donc voilà en gros ce qu'on fait. Alors c'est pas du consumer market, Émilie elle a pas mal parlé du consumer market, donc c'est pas toujours évident. Nous, par exemple, quand on s'adresse aux étudiants, quand on s'adresse à nos utilisateurs finaux, personne nous connaît parce que souvent on est dissimulé dans d'autres machines. Alors, comme on est une société, et vous l'avez compris, très techno, on a créé des communautés technologiques. Et pourquoi on a créé ces communautés? Alors, nous, on fait du développement de produits, on fait du développement de fonctions. On est une société allemande, ça veut dire avec des gènes, tout ce qui est important pour nous, que ce soit la technologie, les compétences, les experts, on veut les avoir en interne. Donc, ça veut dire on a aussi nos propres productions, avec nos propres technologies, notre propre système de vente. Et si on voit des technologies intéressantes, on est capable à la fois peut-être d'avoir des acquisitions de start-up ou de prendre des parts dans des sociétés, voire même des parts dans des sociétés de nos clients. Donc, le but, c'est faire du développement de produits. En latéral, vous avez les process de développement ou d'intégration. Quand on veut développer un nouveau produit, on va commencer par développer un prototype, on va aller voir un client, on va ensuite faire une série, une pré-série et aller jusqu'à aller sur le marché. Donc, ça veut dire que la communauté d'experts techniques va déjà créer un réseau interne dans l'entreprise pour aider donc durant toutes ces étapes de développement, de vente, de lien avec les clients internes pour diffuser à la fois les bonnes pratiques, mais également les technologies et les innovations dans le groupe. Mais au travers de ça aussi, on est ouvert vers l'extérieur. Les communautés d'experts elles sont ouvertes vers l'extérieur, puisque il y a beaucoup d'idées qui viennent aussi de la recherche académique ou d'autres sociétés. Alors les autres sociétés, ça peut être des startups, des spin-offs, j'en ai parlé, mais ça peut être aussi des clients. On travaille énormément avec nos clients, on co-développe, on fait du co-design avec nos clients. Et également, ces communautés sont orientées aussi vers les concurrents. Parce que c'est plus comme il y a 30 ans, il y a un concurrent, on ne lui parle pas, voilà. On travaille énormément avec nos concurrents, on peut être concurrent sur un secteur, on peut être partenaire sur un autre secteur, on peut être client, fournisseur sur encore une autre partie du business. Donc tout ça, ça a bien évolué. Donc le but vraiment de ces communautés, c'est d'être connectés ensemble, à la fois en interne, mais également vers l'extérieur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes communautés d'experts qu'on a. Alors, nous, on travaille sur des matériaux, sur de la fabrication, sur le traitement des données. Actuellement, c'est à la mode, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, on a des réunions d'experts. Et ces experts, en fait, il y a un coach ou un mentor qui, lui, anime ces communautés. Donc, il y a un coach pour la modélisation, il y a un coach pour le traitement des données. Ce n'est pas un responsable hiérarchique. Lui, il est là pour animer la communauté. Et puis, tous ces coachs, ils se retrouvent à un moment pour voir ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'il faut plus de budget, moins de budget, comment on fonctionne. Ce qui est important aussi, on avait commencé des communautés il y a une vingtaine d'années, elles sont très rapidement essoufflées, souvent parce qu'il n'y a pas de cadre précis. Alors, il faut un cadre et à l'intérieur de ce cadre, on est assez agile, on est très flexible, mais il faut donner des buts. Alors, il y a des buts, je prends toujours la comparaison des patinages artistiques, il y a les figures imposées, donc il y a des figures imposées et il y a plein de figures libres.
mais c'est important d'avoir un minimum de figures imposées pour donner au moins une motivation et pouvoir motiver. Parce que ce qui est important, c'est pourquoi les gens viennent. Il faut un payback. Ça peut être je gagne en expertise, je gagne en réseau, j'emmène mon savoir, je suis reconnu comme expert. Donc ça, c'est important de bien l'analyser. Donc ces communautés, elles travaillent ensemble. C'est important aussi de prévoir du temps et des budgets. Donc chaque communauté a un budget qui peut être conséquent. Et surtout, on laisse du temps. Donc, c'est marqué noir sur blanc. Chacun dans la communauté a entre 10 et 20% de son temps à passer sur des thématiques d'expertise, sur des nouvelles technologies, sur aller dans des conférences, aller voir des clients, faire des formations internes ou d'autres choses. Donc, le but, là, j'ai une petite liste des choses qu'on fait dans ces communautés. Mais le but premier, c'est bien sûr échanger des informations entre les sites. On a des usines en France, on a des usines en Allemagne, donc c'est échanger entre les sites et faire que si le bon expert il est en France, cet expert il peut travailler très bien pour les Allemands et inversement. Alors qu'il y a quelques années, si l'expert il était en France, des fois en Allemagne on n'allait pas le chercher parce qu'il y a des problèmes de langue, des problèmes de culture, des problèmes géographiques, d'aller le voir, etc. Alors que maintenant toutes ces communautés nous ont permis vraiment d'avoir le bon expert. S'il est même en Chine, on pourra pourquoi pas chercher cet expert en Chine. Donc, ce qui est important aussi, c'est le point de contact pour les défis techniques. C'est-à-dire, j'ai un problème technique, peu importe lequel, en interne, en externe, un client ou dans un process de production, je peux faire appel aux bons experts au bon moment ou donner une question à ce cercle d'experts et à pouvoir communiquer avec eux. Ensuite, un des buts aussi, c'est organiser les ateliers sur des sujets spécifiques. C'est-à-dire, en fait, diffuser la connaissance dans le groupe ou en dehors du groupe, et de pouvoir dire, voilà, on est reconnu comme expert en interne, mais aussi, pourquoi pas, en externe. Pour ça, on écrit pas mal de ce qu'on appelle les white papers. Donc, on travaille aussi avec des laboratoires de recherche où on écrit ensemble des white papers. Donc, bien sûr, j'ai bien aimé aussi l'intervention d'Émilie. Voilà, il y a aussi une dimension communication. Est-ce que Burckhardt est reconnu comme un des experts dans le fluid control system ou pas? Et ça permet aussi de diffuser cette connaissance en dehors de Burckhardt. Incuber des idées, ça c'est important. On a un système qui est assez sympa, qu'on a commencé en R&D. Donc, chaque personne de R&D, ça a commencé comme ça, peut passer 5 jours, alors plus ou moins encore quelques jours, s'il a une bonne idée. Il faut qu'il trouve, ça peut être une idée de produit, ça peut être une idée d'amélioration. Alors, ce n'est pas de l'amélioration continue de production, ça c'est en dehors, mais une idée de produit, comment créer de la valeur ajoutée pour Burckhardt. Et il peut passer 5 jours dessus, à faire un petit démonstrateur, peut-être prendre un étudiant qui va l'aider à travailler sur ce sujet. Il faut qu'il trouve un sponsor, donc soit un client, soit quelqu'un du marketing, soit quelqu'un de la production, pour dire au moins à 2, tiens, ça peut être une bonne idée. Alors, les cercles d'experts, ils n'ont pas le droit de refuser les idées, mais ils doivent être là pour aider. Et au bout de ces 5-10 jours, il y a un pitch qui est fait et voir ce qu'on en fait de cette idée. Est-ce qu'on fait un projet? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Et actuellement, on est en train de voir d'étendre aux 3000 personnes de l'entreprise pour que chaque personne de Burckhardt puisse présenter et prendre du temps pour travailler sur des idées innovantes. Donc ça aussi, c'est soutenu par les communautés. Et souvent, on voit, et je pense que ça, c'est reconnu dans notre entreprise, dès qu'il y a une bonne idée, on voit que c'est un peu comme des agrégats. Il y a plein de gens qui viennent vous aider. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Et ça, c'est vraiment super. Ça, c'est fait de manière assez agile et spontanée. Et ça, c'est une des forces aussi des communautés internes, d'aider les autres. Alors, soutenir, ça, c'est une figure imposée. Soutenir le processus de roadmap. Donc, on a des roadmaps de développement sur 1, 3, 5 ans. Et le but, c'est de proposer dans ces roadmaps des projets technologiques. Donc, ça aussi, si les gens ils ont un peu moins de temps pour travailler, alors il y a des gens très créatifs qui prennent beaucoup de temps pour travailler sur des choses très créatives. Il y a des gens qui sont des vrais experts, mais qui sont peut-être un peu moins créatifs. Dans ce cas-là, ces gens-là, ils sont là pour travailler peut-être sur des projets technologiques et aider à mettre ces projets sur une roadmap technologique et nous emmener, parler d'intelligence artificielle ou de big data, nous emmener à un niveau
qui est le niveau de demande actuellement du marché. Construire et maintenir des partenariats. Donc ça, c'est toutes les relations avec les startups, les universités, les pôles de compétitivité, les autres communautés aussi externes. Hein. On a parlé des communautés de responsables R&D, des communautés de gens qui font les hackathons, etc. Donc tout ça, c'est les points d'entrée vers les communautés externes et elles sont gérées aussi par les communautés internes d'experts chez Burkert. Organiser des formations, peut-être des formations plus pointues que les plans de formation standards. C'est aussi des paybacks pour les experts, parce que je dirais dans les groupes que moi j'anime, voilà, c'est un payback, c'est de faire des formations, faire intervenir des gens. On fait intervenir aussi beaucoup de startups, des professeurs qui viennent nous emmener à un niveau supérieur et d'échanger. Ça, c'est un payback important pour que les communautés aussi vivent et continuent de vivre et d'être efficaces sur le moyen long terme. Il y a un budget, je l'ai dit, important d'avoir un budget, important de laisser du temps aux gens, sinon ça ne marche pas. Moi, j'ai été étonné, il y a quelques années, on était des réunions c'était une réunion sur des communautés, et puis il y avait un animateur d'une communauté d'une grosse société qui ne comprenait pas pourquoi des fois on remettait en cause les communautés, et puis je disais simplement parce que ça coûte. Et la personne n'avait pas conscience que ça coûte. Je dis, voilà, on est 15, 16 personnes, on prend une journée, ça a un coût, forcément, c'est ce qu'a dit aussi Émilie et que j'ai apprécié. Il ne faut pas des KPI pour des KPI, mais il faut quand même à un moment dire, voilà, qu'est-ce qu'on apporte à l'entreprise, surtout si c'est une entreprise privée, puisque au final, il faut quand même réinvestir dans l'entreprise. Le but aussi de ces communautés, bien sûr, c'est d'avoir des oreilles et des yeux pour monitorer toutes les technologies et les faire rentrer dans l'entreprise. Donc ça, c'est important. Donc tout ça, c'est le rôle de la communauté d'experts qu'on a. De manière générale, et peut-être un peu pour conclure, ça sert à quoi et quels sont les avantages que moi je vois au niveau de la communauté? C'est vraiment connecter l'organisation. C'est-à-dire, on a parlé des connexions virtuelles, mais là, on a des connexions réelles entre experts et en dehors des experts, et que les experts diffusent aussi leur savoir. Ça, c'est important, surtout quand on est une entreprise internationale, quand on est multisite, quand on est diffusé. Le réseau, il est fondamental, quoi. Le réseau, et ce n'est pas un réseau forcément virtuel. C'est aussi supporter les ressources humaines, c'est-à-dire recruter de nouveaux talents aussi, les aider à se perfectionner, à évoluer. C'est aussi une reconnaissance. Intégrer ces communautés, c'est une reconnaissance pour certains. Et pour des experts techniques, c'est vraiment quelque chose d'important. L'aspect, par exemple, financier n'est pas important, mais l'aspect d'être reconnu est vraiment super important. C'est aussi diffuser la culture, d'avoir des communautés. On est une entreprise allemande, donc avec une hiérarchie relativement plate. Ça veut dire aussi vivre la culture. Laisser vivre des communautés où on n'a pas uniquement de la hiérarchie, de dire ce qu'on doit faire tout le temps, d'avoir des objectifs, des KPI tout le temps à suivre. Ça permet aussi de faire vivre la culture d'entreprise. Ça, c'est important. Au final aussi, c'est pour créer de la valeur. Créer de la valeur pour l'entreprise, diffuser la connaissance et que l'expertise se diffuse dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Et au final, on a parlé de technologie, on veut être leader technologique, mais on veut faire de l'innovation. Et l'innovation, c'est créer de la valeur ajoutée pour nos clients et pour l'entreprise. Donc, au final, pour nous, créer ces communautés d'experts, c'est vraiment pour booster l'innovation. Donc, c'est intégrer de manière constante avec un process. Alors, ou pas de process, le process, il existe quand quand les méthodes agiles ne marchent plus. Mais on voit que quand des communautés se créent comme ça, que les gens ils se font confiance entre eux, ça va très vite et très rapidement, on peut passer un coup de fil et quelqu'un va vous aider, vous booster vos idées, vous résoudre vos problèmes, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc voilà, je vous ai donné très rapidement un aperçu des communautés internes qu'on a. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Merci Frédéric. Il y a déjà une question. Quel rythme et quel support pour l'animation des communautés chez Burkert? Alors
Alors ça, c'est vraiment laisser, ça montre aussi les méthodes agiles, c'est laisser libre aux coachs des communautés. Alors, je parle pour moi, pour la communauté que moi j'anime, on se voit généralement une fois par mois. On est passé avant le Covid, on se voyait une journée complète tous les mois. Là, on se voit avec des slots de 2-3 heures toutes les 4 à 5 semaines. Ensuite, on fait un feedback à l'ensemble de la société, on diffuse. Alors sur différents supports, ça peut être bien sûr par Internet, on a notre propre intranet, on diffuse des white papers avec le marketing, etc. Mais ça, c'est moi. Il y en a d'autres qui se voient 3 fois par an. Il y en a d'autres qui se voient, notamment, on avait parlé des communautés de pratique. On a une communauté, par exemple, qui s'occupe de l'électronique et du software. Eux, ils se voient toutes les 2 semaines, avec des slots de 2 heures toutes les 2 semaines, parce qu'ils travaillent sur un peu de normalisation, sur des choses où il faut se voir plus souvent. Mais ça c'est vraiment la communauté qui décide. Merci Burkhard, très intéressant comme remarque. Merci. Il y a d'autres questions? Non, moi j'ai une question. Est-ce que ça a été plus compliqué d'animer la communauté avec les mesures sanitaires ou pas? Alors, c'est une question assez difficile parce que d'un côté, alors je vais dire d'un côté, on s'est rendu compte que finalement, on se voyait une journée complète. C'était bien parce qu'on se connaissait, on passait une journée et puis c'était bien. Finalement, là, on fait des slots plus petits. On se voit par vidéoconférence. Finalement, on se rend compte qu'on est peut-être plus efficace. On est plus efficace parce qu'on fait des petits slots, on fait vraiment, on est très focalisé sur certains sujets. Ce matin, là, on avait aujourd'hui, on est focalisé sur 3-4 sujets très efficaces. Mais ça ne vaut aussi, je pense, parce qu'on avait déjà 2 ans derrière nous. On se connaissait, on se connaît bien, on s'est rencontrés, on est allé manger ensemble, on a fait des visites d'entreprise avec d'autres communautés, etc. Donc, on s'est connus. Je pense que c'est très difficile de commencer vraiment en virtuel quand on n'a pas eu un minimum de contact physique, etc. Parce que, voilà, surtout, enfin, moi je parle pour la société Burkhard où le networking est très important quand on se connaît. Ça va peut-être évoluer dans les années qui viennent, mais c'est très difficile de commencer en virtuel, quoi. Une fois que la communauté est lancée, une fois que les équipes sont lancées, c'est aussi vrai pour les équipes projets, hein, je peux vous faire le parallèle avec les équipes projets. Si les gens ils se connaissent, ils se font confiance, il n'y a pas de problème, ça tourne. Mais créer cette confiance, créer un peu cette chimie au début, c'est quand même pas mal quand on se voit physiquement, quand on a de l'informel, etc. Enfin, c'est mon opinion, hein, je ne sais pas si les gens partagent ça. Bon, merci. Il y a une autre question. Avez-vous des processus de capitalisation, feedback entre les différentes communautés? Échange de bonnes pratiques, par exemple, entre les coachs? Oui, alors 2 fois par an, les coachs, alors on se rencontre aussi toutes les 6 semaines, hein, les coachs. Et puis 2 fois par an, bien sûr, on fait la revue des objectifs, les fameuses figures imposées, les figures libres. Et on échange aussi sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc ça, c'est important. On fait aussi un feedback à la direction, aux actionnaires. On a aussi une journée par an. Alors, elle s'est passée en virtuel l'année dernière et ça a bien marché aussi en virtuel, de voir tout ce qu'on a fait. Donc, voilà, ça peut être des projets, des nouvelles technologies. On invite aussi des clients. On invite des startups. Donc, tout ça, c'est le feedback et le payback. Hein. Ça, c'est important parce que finalement, les gens, ils donnent de leur temps. J'ai parlé des 5 Days Awards. Alors, quand on gagne un 5 Days Awards, on gagne plus de travail. C'est-à-dire, on a le droit de travailler sur un sujet. Alors, des fois, les gens, ils travaillent le soir, ils travaillent le week-end, ils travaillent pendant la journée, mais on a le droit de plus travailler. Donc, il faut quand même que entre guillemets, ça apporte quelque chose à la personne aussi, quoi. Merci. Alors, je lis les 2 questions. Oui. Ouais. Comment fixez-vous le budget de chaque communauté? Et également, avez-vous déjà rencontré des conflits d'intérêts avec des membres de la communauté, notamment au niveau de la propriété intellectuelle? Alors, comment fixez-vous le budget de chaque communauté? Alors, le budget, il est fixé par la communauté. Hein.
c'est-à-dire, alors principalement, il y a des budgets de participation à des symposiums, il y a des budgets pour faire des prototypes des fois, il y a des budgets pour faire des formations, il y a des budgets pour faire intervenir des gens. Donc voilà, on est assez libre. Et voilà, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais généralement, on est obligé de booster les budgets vers le haut, de dire voilà, allez, prévoyez du budget, parce que les gens sont assez prudents en général. Des conflits d'intérêts avec des membres de la communauté, notamment au niveau de la propriété intellectuelle. Alors en interne, non. En interne, non, parce que forcément, c'est bouqué, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est… on a de manière systématique, dès qu'il y a une idée qui est générée, on a 4 ingénieurs propriété intellectuelle, donc ils sont forcément impliqués dans l'idée. Et donc, eux, ils vont déterminer, de dire, tiens, est-ce qu'il faut protéger par un brevet? Alors ça, c'est l'ultime. Ou est-ce qu'on protège par diffusion de l'idée, ou est-ce qu'on protège de manière autre? Et après, si on a des externes qui interviennent, là, c'est tout de suite, effectivement, souvent c'est un contrat, hein, quand on travaille avec des concurrents, quand on travaille avec des universités ou des clients. Alors, ça n'a pas besoin d'être un gros contrat, mais il y a souvent des petits contrats qui sont faits pour pas qu'on se fâche après, quoi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne qui avait posé la question. C'était Pauline, je ne sais pas. Alors, je vous remercie pour la réponse à ma question. Si vous avez répondu, c'était pour savoir justement si vous aviez des conflits d'intérêts, mais je pense que c'est peut-être notifié dans le contrat de travail Oui, chez ah oui, oui. Burkett, dans la communauté, mais aussi avec les externes, comme vous avez spécifié. Oui, par exemple, dans le contrat de travail, alors nous, on rémunère. Alors déjà, il y a une rémunération pour les idées. Chaque fois qu'il y a des idées, et le pendant de ça, effectivement, c'est que si vous avez des idées, vous ne pouvez pas générer un brevet en dehors de Burkert si votre travail est lié à Burkert. Ou si c'est même un brevet, on va dire, j'en sais rien, si vous inventez une nouvelle chaussure révolutionnaire, il faut au moins que Burkert vous dise, voilà, ça ne nous intéresse pas, allez déposer le brevet vous-même, quoi. Donc là, oui, c'est assez cadré. Le pendant de ça, c'est que c'est rémunéré. D'accord. Dès le dépôt d'idées. Je ne parle pas du brevet après, si vous générez du chiffre d'affaires, etc. Ça, c'est classique. Mais dès le dépôt d'idées, vous êtes rémunéré. D'accord. Je vous remercie pour la réponse à ma question. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou une remarque de Pauline et Émilie? Une dernière question, si vous permettez, à Oui, Frédéric. bien sûr. Frédéric, vous avez parlé de rythmes différents des experts en interne. Voilà, les électroniciens, il y en a certains qui se réunissent chaque 2 semaines, d'autres 1 fois par mois, d'autres 3 fois par an. Mais alors, comment vous intégrez ces rythmes différents pour justement le développement des produits, l'innovation? Parce qu'à un moment donné, vous mettez tous ensemble, j'ai envie de dire, pour… Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement pourquoi, par exemple, en électronique et en software, ils se voient plus souvent. Parce que là, il y a effectivement, c'est souvent lié, et c'est une très bonne question, c'est souvent lié à des connexions avec des projets, de la normalisation, de la compatibilité électromagnétique, par exemple, des nouvelles normes, du travail d'experts sur ces sujets-là. Donc là, eux, ils se voient assez souvent, et ça, c'est lié au projet. Donc, ils vont faire le lien avec les projets. Pour les autres communautés, souvent, c'est du travail plus moyen, long terme. Donc, finalement, de se voir 3 fois par an ou tous les mois, voilà, ça suffit. Et les connexions se font… les communautés, je dirais, ne gèrent pas, par exemple, les projets technologiques. Les projets technologiques, c'est des projets qui sont avec des délais, etc., qui ont des deadlines. Et souvent, les experts sont ressources dans ces projets-là. Donc, ils sont ressources et ils font et s'ils ont des problèmes, ils reviennent dans les communautés en disant « Tiens, j'ai vu ce problème sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut travailler ?» Mais je dirais, on ne lie pas, je dirais, des développements de projets avec les communautés, quoi.
C'est vraiment un support, mais c'est pas lié, parce que sinon, si on lit ce qui se passe, hein, et on le sait bien, ben, si on fait le choix entre des communautés agiles qui travaillent sur le long terme et des projets court terme où il faut sortir un produit, ben, la messe, elle est assez vite dite, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi découplé les deux rythmes, parce qu'autrement, on va se retrouver avec toutes les ressources à travailler sur des projets court terme, et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Bah, dans ce cas-là, je pense qu'on peut terminer la table ronde, du coup. Je voulais remercier tous les participants et nos intervenants. Vous pouvez retrouver, du coup, le replay sur YouTube d'ici quelques semaines. Ben, merci beaucoup. Et bonne Merci. Bonne Merci à tout le soirée. monde. Bonne soirée. Merci Merci, beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.